Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Alexiline. Salut Alexiline. Salut! Enchantée de faire ta connaissance. J'aimerais ça qu'on commence un petit peu par une présentation brève de qui tu es. T'as quel âge? Tu vis dans quel coin? Puis c'est quoi tes projets en ce moment? J'ai 27 ans. Je vis à Joliette. Puis pour l'instant, mon projet, c'est de faire mes efforts possibles pour récupérer mes enfants. Mais sinon, c'est bien relax. OK. T'as-tu fait un retour à l'école ou est-ce que tu as eu besoin de... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes placés qui ont interrompu leur école pendant le placement, puis suite à la transition à la vie adulte. Est-ce que toi, ça s'est bien passé? Oh, ma transition à la vie adulte. Non, non, non. J'ai essayé, j'ai tenté un retour aux études après, mais c'était trop compliqué, fait que j'ai comme arrêté. J'ai quand même tombé enceinte, j'avais 18 ans. Donc, OK, ouais, c'est sûr que dans ce temps-là, on est obligé de mettre beaucoup de choses de côté, j'imagine. tu mets ta vie en parenthèse. C'est ça. Ouais, disons en tout cas, moi j'en ai deux, puis je me suis sacrifiée. Moi aussi, j'ai eu ma première fille à 18 ans, fait que je comprends un peu c'est quoi d'avoir beaucoup d'obligations parentales. Puis ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Moi, j'ai été placée à partir de l'âge de 3 ans. Ma mère, elle nous a perdu une fois, elle nous a récupérés, elle nous a reperdus. J'avais une maman qui avait certains problèmes au niveau de gestion d'elle-même. Donc, ils ont déclaré que c'était négligence sur le plan physique et mental. Fait qu'ils nous ont retirés puis ils nous ont placés jusqu'à 18 ans. Mon parcours, il est lourd. Il est très lourd avec la DPJ. J'ai pas été très chanceuse au niveau des familles d'accueil. J'ai fait une famille d'accueil à Montréal, où que c'est celle qui a le plus mal tourné. Dans le fond, de 3 ans à 9 ans, j'ai vécu de la violence. Énormément, beaucoup de violence physique et mentale. Mais à cette famille d'accueil-là, j'étais placée avec mon frère à cet instant-là. Puis ma sœur, elle habitait pas trop loin, qu'elle aussi, elle a une autre famille d'accueil. On était toutes séparés. On a toutes été séparés quand ils nous ont placés, à part moi puis mon frère. Fait que non, c'est ça. On est quatre, puis on est trois qui on a été placés jusqu'à nos 18 ans. Fait que dans le fond, cette première famille d'accueil-là, t'es resté un bon 6 ans avec eux? Oui, oui, je suis restée quand même de 3 ans à 9 ans. C'est qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que moi, j'ai saoulé ma famille d'accueil à l'école dû à de la violence que je vivais. Ils m'ont passé des tests. Ça a pris longtemps avant qu'ils m'enlèvent de là. Il a fallu qu'il y ait d'autres plaintes. Parce que t'es un enfant, ils te croient pas. C'est arrivé souvent, ça m'est arrivé souvent. T'es un enfant, ils te croient pas. T'avais quel âge à ta première plainte? J'avais 8 ans. OK. 8 ans, mais ma mère, ça a l'air depuis le début, depuis qu'elle a vu que j'avais des bleus, qu'elle en faisait des plaintes, puis qu'il n'y a personne qui a réagi. Ma mère n'a pas été écoutée, elle n'a pas été prise au sérieux non plus. Un coup qu'ils ont vu que ce que je disais, c'était pas mal vrai, ils nous ont changé pour une autre famille d'accueil qui était dans le coin de Saint-Sulpice. Fait que je partais d'une ville à la campagne, ce qui est assez stressant pour un enfant de changer de place comme qu'ils m'ont changé de place aussi drastique. Il y a aussi le fait que j'allais toujours à la même école. Fait que je faisais du voyagement le matin. Je me levais de bonne heure pour pouvoir juste aller à l'école. Parce que j'allais dans une école de troubles de comportement, que j'avais un comportement pas très exemplaire. Ben, ce qui peut être comprenable, considérant ce qu'on a vécu, c'est normal de développer des comportements qui sont pas acceptés socialement, mais qui est souvent un signe de quelque chose qui fonctionne pas. Donc, Non, ben c'est ça. C'est ça que la DPJ ont fini par comprendre que un coup que j'avais changé de famille d'accueil, mon comportement a énormément changé. Dans les premiers temps, mon comportement était mieux, je me tenais mieux, j'étais habillée mieux. C'est que ce qui est arrivé, c'est que de 3 à 9 ans, j'ai été beaucoup laissée à moi-même.
Fait que j'avais le droit à faire ce que je voulais, mais moindrement qu'on faisait une connerie, on se le faisait, on le savait. J'ai été enfermée dans un garde-robe. J'ai eu la cuillère de bois. Les fameux coups de cuillère de bois, là. Ouais, les fameux coups de cuillère de bois, à genoux dans un coin avec du riz à terre. On était 5, mais 2 plus martyrisés que les autres. C'est ce que j'ai pas compris dans ce... Pourquoi Oui, il y a que... toute une mentalité qu'il y avait à l'époque, puis que plusieurs ont gardé, qui était la pédagogie qu'on appelait noire aussi, là. Tu sais, de faire peur à l'enfant, puis de dire souvent on va casser son comportement pour qu'il comprenne. Fait que je sais pas si Ce les que autres. j'ai pas pris de ce qu'ils ont fait, c'est que quand j'ai porté plainte, puis que la plainte elle a été validée, c'était mieux, ils ont été le dire à ma famille d'accueil. Et j'ai le droit, cette soirée-là, de manger d'autres coups, tu sais. Ça, je les ai pas trouvés corrects parce que au départ, on me dit que c'est le secret professionnel, mais que finalement, j'apprends que ma famille d'accueil, elle a été mise au courant de tout ça, tu sais. Fait que là-dessus, c'est la première fois que je me suis mis à plus faire confiance à la DPJ. Dans la deuxième famille, d'un côté, ça a été bien, mais de l'autre, c'était horrible. J'avais des comportements, tu sais, de voler, de mentir, mais je comprenais pas que c'était pas bien. Jusqu'à temps qu'on me l'explique, que c'était pas des gestes très, très bien. Sauf qu'après ça, je suis comme si c'était mieux devenu le sauveur. T'es une menteuse, c'est toi qui as encore volé. Fait qu'au final, je finissais par mentir pour dire ce qu'elle voulait entendre. Mais des nombreuses fois, j'avais raison, c'était pas moi. Jusqu'à temps que, plus vieille, on me dise, ouais, mais ce que tu as vécu, c'est de la violence psychologique. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne percevais pas le mal dans ce que tu faisais? D'où est-ce que tu penses que ça vient? Je sais pas. C'est-tu parce que tu as été exposé à des comportements comme ça chez les autres, chez ton entourage? Peut-être bien, peut-être que bien. Puis, tu sais, dans la première famille d'accueil, je volais, j'avais pas de conséquences. Tu sais. OK, il savait que tu volais, mais dans le fond, il laissait les choses aller, il s'en occupait pas. Mais par exemple, il te punissait beaucoup. Ouais, ça ressemble à ça. OK. Il y a même des fois que je me demandais pourquoi j'étais punie. Puis je le savais pas plus du pourquoi j'étais punie. OK. Dans le deuxième, les punitions, c'était par écrit. J'en ai écrit des réflexions. Est-ce que tu écrivais ce qu'ils voulaient entendre ou que tu étais sincère? Ah, je te dirais qu'à la fin, j'écrivais ce qu'elle voulait pour pouvoir... On l'a tout fait, tu sais. Même à l'école, je faisais pareil. Fait que... Mais je trouve que c'est pas correct. C'est quand même une source de maltraitance pareil. Parce qu'à un moment donné, l'enfant, il te le dit, là, il n'y a plus d'idées, là, il ne sait plus quoi écrire. Tu continues pareil à y en faire faire. Ce qu'on a de besoin souvent à la base, c'est d'apprendre à communiquer puis de faire une réflexion. Tu sais, des fois, ils ont besoin de soutien puis d'avoir là, cette discussion-là. Tu sais, tu peux faire une réflexion en dialoguant avec une personne qui t'aide à amener, à pousser ta réflexion. Moi, je trouve que c'est ça qui manque, là, qu'on devrait faire. Dans la deuxième famille d'accueil, j'ai manqué de liberté. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais tellement tenue serrée, j'avais pas le droit de sortir du terrain. J'avais pas le droit d'avoir d'amis chez moi. On me disait souvent, ah, t'as pas de chum, c'est pas vrai. Tu sais, on a tous des chums au primaire, on a toutes des amourettes de primaire. Sauf que moi, j'avais jamais le droit de dire que j'en avais un sans me le faire reprocher. Tandis que, mettons, exemple, mon frère disait, ah, je me suis fait une copine, tout le monde était fier. Tu sais. J'ai été beaucoup délaissée. J'ai souffert beaucoup de ça. Aujourd'hui, j'ai un trouble d'attachement puis un autre trouble qui ressemble à un trouble d'attachement. Mais aujourd'hui, m'attacher à quelqu'un, c'est très compliqué. C'est sûr, avec le parcours que tu as eu, puis t'es vraiment pas tombé sur des bonnes familles.
Non, non, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, ce qui est arrivé après, c'est que cette famille-là, j'ai fugué. J'ai appelé moi-même le bureau de la DPJ. Puis je leur ai dit que je ne retournerais pas. Que c'était assez. Que j'étais en train de la rendre malade. Puis ben, j'étais tannée de tout le temps être dans le même pattern tout le temps. Tu avais Après, l'impression de rendre ta mère de famille d'accueil malade? beaucoup souvent, elle nous le disait, à force d'avoir des comportements comme ça, vous allez me rendre malade. Parce que ça l'épuisait, genre, ça y affectait sûrement la santé mentale ou Mais elle mon se frère, sentait lui, pas était très peut-être pas violent. assez outillée pour vous aider, là, plus dans ce Mon sens-là. frère était très, très, très violent en étant jeune. Mais après ça, ils nous ont séparés, moi et mon frère. Mon frère il est parti en foyer de groupe très jeune. Est-ce que elle, ta mère de famille d'accueil qui disait ça, est-ce qu'elle a demandé de l'aide à la DPJ? Oui, souvent, souvent, mais ce qui arrive, je vais vous expliquer, c'est que les familles d'accueil demandent de l'aide et ils n'ont rien. On va changer l'enfant de place à place d'aider la famille. Et ça l'arrive sur bien des placements. Ouais, puis c'est souvent aussi que les familles d'accueil, ils se poussent jusqu'à un moment donné, ils sont plus capables, puis là, ben, ils disent, bon, on va devoir demander le placement ailleurs aussi parce que nous, on a atteint nos limites, là. Disons que moi, ça m'est arrivé souvent, là, c'est plus pour ça que je dis ça, mais ils n'ont pas nécessairement eu un soutien d'un éducateur externe, tu sais, à domicile Donc, pour soutenir. Fait que là, ils disent, bon, on va la placer en centre de réadap, là. Moi, c'est ça qui est arrivé, hein. ben, ce qui est arrivé en gros, c'est que moi, quand j'ai appelé, je leur ai dit que je voulais changer de famille d'accueil. Là, c'était assez. J'en avais assez vécu. J'en avais assez encaissé. Puis j'étais plus capable. J'avais atteint une limite où que j'étais juste plus capable d'encaisser. Ils m'ont changé de famille d'accueil, mais j'ai été là 2 mois, 3 mois. Il fallait que je donne signe de vie aux 45 minutes. Il fallait que j'appelle aux 45 minutes. Quand tu sortais voir tes amis le soir, par exemple? Ouais, ouais. J'avais une heure pour rentrer, mais il fallait que j'avertisse aux 45 minutes que c'est où j'étais, ce que je faisais. Au bout d'une semaine, la famille d'accueil, c'était. Puis c'est comprenable. Parce qu'ils se font infliger des règlements aussi bidons que ça. Et c'est un règlement, ça, qui venait de leur Le mat supérieur? le MATS. OK, OK. Fait que elle a fini par convaincre la TS que on habitait dans un village de 20 rues. Fait qu'elle savait j'étais où. Elle savait chez qui, tu sais, quand je partais, je disais où j'étais puis avec qui j'étais. Sauf que à cette famille d'accueil-là, j'ai rencontré un garçon auquel il s'est passé certaines choses. Donc, après ça, quand je me suis séparée de ce gars-là, j'ai voulu aller le revoir. Mais il était rendu comme majeur. Fait que, il était comme à la hutte, si je me souviens bien, à Terrebonne. Fait C'est que je suis une... descendue de Mascouche à Terrebonne pour aller le voir. Puis la hutte, c'est? Une maison d'hébergement pour les plus vieux, à partir de 18 ans. Oui, oui, OK. Fait que je me suis rendue là. Après ça, ma mère m'a stoulée comme quoi je t'en fais. Puis là, j'ai fini. Puis c'est parce que ça faisait des mois que je leur demandais d'avoir un aide psychologique. Je voulais parler avec un psychologue. Ça faisait des mois, puis on n'arrivait pas. Fait que je me suis dit, en même temps, je vais fuguer. On va me stouler, puis je vais peut-être avoir l'aide que j'ai besoin. T'sais. Puis c'est ce que j'ai dit au juge. J'ai dit au juge que j'avais besoin d'un aide psychologique, puis que ça faisait des mois qu'on attendait, puis qu'il n'y avait pas, il y avait pas rien. Il n'y avait pas rien qui se développait. Il n'y avait pas. Fait on m'a donné un psychologue au bout de 2 ans. On m'a mis 3 jours au centre, en centre fermé au PD à Joliette. Tu connais ça, moi? Ouais. Euh, j'ai fait une rencontre vraiment formidable d'une autre jeune qui aujourd'hui est décédée malheureusement. Mais grâce à cette fille-là, aujourd'hui, j'ai arrêté de m'ouvrir les bras. Là.
Fait que oui, le centre jeunesse a été bénéfique pour moi. La seule chose, c'est que je suis claustrophobe. Fait que moindrement qu'il fermait la porte, je me mettais en mode panique. Ils t'ont envoyé en isolement. Oui, parce que je les avais pas regardés dans les yeux. Ah, je Je les sais, au savais, PG, j'étais ils m'ont pas envoyé sûre. en isolement pour des esti de niaiseries pour vrai, là. Oui, parce que, écoute, moi, j'arrivais de chez la gars Maisonneuve. Tu regardes quelqu'un dans les yeux, ça y est, là, tu le regardes des croches. Fait que je regardais plus personne dans les yeux, là. Fait que quand elle m'a dit, j'ai dit non, je regarderai pas personne dans les yeux. J'ai déjà eu certains problèmes dans mon enfance avec ça. Puis elle m'a dit, ben, tu t'en vas au local de retraite tant que t'es pas capable de me regarder dans les yeux. J'ai passé 6 heures au local de retraite. Je trouvais ça intense pour quelqu'un qui a juste pas regardé dans les yeux de la personne. Un petit peu. Juste un petit peu intense, hein? C'est sarcastique. Entre-temps, quand tu fais une tentative de suicide, c'est là qu'il t'envoie. Ce que j'ai pas aimé, c'est le message qu'il envoie. Tu essaies de te suicider, puis on va t'envoyer dans un centre fermé. Comme si tu étais un gros criminel. Mais que dans le fond, au bout de la ligne, tout ce que je voulais, c'est avoir de l'aide. C'est tout ce que je demandais. Mais ils pensent qu'en t'envoyant là, tu vas avoir de l'aide, que tu vas être plus encadré, plus surveillé surtout, hein, puis contrôlé. Ouais. Ils m'ont mis pendant 5 jours en réflexion écrite. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de rentrer en communication avec les autres jeunes pendant 5 jours. Les seuls appels que tu as le droit de faire, c'est un proche. Puis le seul proche que j'avais, c'était maman. J'avais droit à 2 appels par jour, minimum d'1 heure. Ça, c'est quand ils coupaient pas mes appels pour me dire que le temps était écoulé puis que finalement, on n'était même pas à une demi-heure d'appel. Les nombreuses fois qu'ils m'ont dit que je pouvais appeler puis que finalement, ils ont changé d'idée, j'ai jamais pu rappeler ou appeler. Un coup sorti de là, ils m'ont mis en foyer de groupe. Ils m'ont donné une autre réflexion en me disant, tu vas réfléchir à ce que tu as fait de pas correct. Je leur ai déchiré en pleine face, puis je leur ai dit que ce que j'ai fait de pas correct, c'est chercher de l'aide. Je ne voyais pas, il était où le problème, si tout ce que j'essayais de leur dire, c'est que j'avais besoin d'aide. Tu parlais tantôt que l'aide que tu avais demandé, c'était de l'aide psychologique. Ouais. Est-ce J'avais qu'il y avait 14 ans à cette époque-là. J'ai eu de l'aide psychologique, j'en avais 16. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sortes d'aide aussi qui auraient été bénéfiques pour toi? Oui. Moi, dans le fond, j'ai été diagnostiquée avec une lenteur intellectuelle pour que finalement, plus vieux, on apprenne que c'est un spectre de l'autisme. J'ai appris à 23 ans que j'avais un spectre de l'autisme. Ça aurait pu énormément beaucoup m'aider plus à l'école. À l'école, j'allais pas bien parce que j'avais tout le temps des mauvaises notes. Je comprenais pas l'effort que je faisais pour pouvoir apprendre, puis que au bout de la ligne, il y avait rien. Fait qu'on me disait tout le temps, tu fais exprès, mais non, c'est parce que je comprenais pas. Puis pour toi, le spectre de l'autisme, comment ça s'exprime chez toi? Moi, dans le fond, je voulais comprendre parce que j'avais énormément de tics. Bien souvent, je vais faire ça comme ça. Moindrement que je suis stressée. Je bégaye beaucoup plus quand je suis stressée. Puis, il y a certaines informations qui se rendent pas. Fait que tu vas me poser une question, c'est pas parce que je l'ai pas compris, c'est que l'information s'est pas rendue. Ou elle s'est rendue tout croche. Est-ce que la manière que tu perçois ton environnement, est-ce que c'est altéré? Oui, ça dépend où. Je change énormément de place assez souvent parce que j'arrive pas à trouver mon chez moi. Ouais, ça, je peux le comprendre. J'ai été très instable aussi, puis même adulte, j'avais besoin de changer tout le temps d'appartement parce que je me sentais jamais bien. Fait que j'étais. À 16 ans, ils m'ont changé de TS aussi. J'ai eu beaucoup de TS. Un peu trop. Fait que le lien d'attachement, il y en avait pas. Moindrement que je m'attachais à une intervenante, on me changeait. Moindrement que j'avais une affinité avec une TS, on me l'a changé. Avec les filles aussi, j'imagine, parce que, tu sais, c'est rare qu'on reste bien, bien, bien longtemps d'une place, là.
Ouais, en foyer de groupe, on était 9. J'ai vécu beaucoup d'injustices parce que on avait un tableau avec des choses que tu pouvais avancer. Beaucoup avançaient, sauf certaines personnes qui restaient là. On restait tout le temps au premier stade. Fait que tu avais le droit de sortir pendant 4 heures ou 1 heure. Tu avais le droit d'aller faire le tour du bloc. OK, ça, c'est des genres de systèmes de récompense, là. Si ça va bien, on te donne une petite Oui, sauf que sortie, un même si tu petit. même si tu faisais les efforts de tout bad, là, j'ai jamais changé de stade. Je suis tout le temps restée au premier. Puis il y a une fille qui est arrivée au foyer de groupe, puis elle a monté les stades comme en même pas 3 mois. Mais la seule erreur que je regrette aujourd'hui, c'est quand ils m'ont offert un appartement supervisé, j'ai refusé pour pouvoir aller vivre chez ma mère. Parce qu'ils m'ont dit que c'était soit l'appartement supervisé ou chez ma mère. Puis tout enfant veut aller habiter avec ses parents. Puis ça a été une erreur monumentale. Ça a mal viré. J'ai fini par partir. Mais toi, tout le temps que tu étais placée, est-ce que tu maintenais des contacts avec ta mère? Est-ce que tu la voyais? Comment ça se passait? Écoute, moi, de la façon que je l'ai vue, ma mère se pointait pas aux rencontres. Fait que c'était tout le temps de la faute à ma mère. Ma mère se pointait jamais. On arrivait au bureau, elle était pas là. Mais pour finalement comprendre, rendue plus vieille, qu'il appelait ma mère pour annuler mes visites. De nombreuses fois, ils ont appelé ma mère, on annule vos visites. Puis on se pointait là-bas, puis ils mettaient ça sur le dos de ma mère. Bien souvent, c'est arrivé. Donc, j'ai fini par couper les ponts avec ma mère pendant un bout. Après ça, j'avais juste des contacts téléphoniques avec elle. Je n'ai jamais vraiment habité avec ma mère. Sauf, c'est ça, sauf quand tu es retourné vivre avec elle, mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, elle n'a pas été préparée à ton retour à la maison. Non, 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 non. On vous garage votre enfant, puis vous le reprenez. Hmm. Des fois, ils essayent de faire des retours progressifs. Ils commencent les fins de semaine, puis après ça, c'est Non, comme... non, ça n'a même pas été ça. C'est on te pitch chez ta mère, tu vas avoir 18 ans, on te pitch chez ta mère. Mais tu faisais jamais de sortie. C'est comme moi, quand j'étais placée, presque à chaque fin de semaine, je sortais chez ma mère, en fait. J'avais pas le droit à ça. Je l'ai eu dans les 2 dernières semaines, mais j'ai jamais eu le droit à ça. C'est vraiment étrange, ça. Mon frère, il a eu le droit à lui, mais pas moi. Fait que ton frère, lui, il allait avec ta mère. Ouais, il allait à toutes les fins de semaine chez maman. Puis ils t'ont dit pourquoi toi, tu pouvais pas, ta J'ai mère a jamais pas su la raison du pourquoi. Même encore aujourd'hui, je la connais pas. Même que j'ai tenté d'avoir mon dossier, ils ont jamais voulu me le donner. T'as fait ta demande de dossier, t'avais quel âge? J'avais 18 ans. OK. J'ai passé 5 ans à me battre pour avoir mon dossier, puis ils me l'ont jamais donné. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher, puis c'est dans le dossier, puis ils veulent pas me le dire. Ben, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si tu as entendu parler du recours collectif concernant les centres jeunesse, là, mais ils vont tous finir par payer. J'espère. Mais je mettrai pas tous les intervenants dans le même bateau. Admettons, l'intervenante de mes enfants, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai pogné vraiment une excellente TS. Je m'entends bien avec, puis elle comprend le principe que j'ai changé souvent de TS quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps la même. Même là, quand je leur ai conté ce que j'avais vécu, même les autres, ils n'en revenaient pas. La DPJ de Montréal, ce qui arrive, c'est qu'ils posent des questions aux enfants. Puis, s'ils s'entendent bien avec la famille d'accueil, ben, c'est l'enfant qui écope. C'est un menteur, c'est pas vrai. Mais toi, en tant qu'enfant, tu peux pas dire, je vais ramasser des preuves, puis Faut que tu te battes contre toute une grosse machine. c'est ça. Une Mais à grosse 9 ans, machine. là, t'as pas l'énergie à ça, là. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que pour être capable de t'équiper pour faire ça, il faut que tu sois vraiment, vraiment bien entouré. Là, je vais être crue, mais j'ai été violée, puis on m'a dit que c'était pas vrai. Dans la deuxième famille d'accueil, j'y ai dit, j'ai fugué une fois. Ce que je faisais, c'est que je fuguais, puis je revenais. Je revenais tout le temps. J'y ai dit que je m'étais fait agresser par un autre jeune.
Puis elle m'a dit non, non, c'est pas vrai, tu t'es pas fait violer. C'est pas vrai. Fait que là-dessus, je me suis énormément renfermée après. Ben, c'est comme très comprenable, là. Je veux dire, c'est une forme de revictimisation de se faire dire Oui, ça. parce Puis, que ce jeune-là, j'allais à l'école avec, il était dans ma classe. Je l'avais dit à ma famille d'accueil, mais même là, j'ai pas été crue. tu sais, même selon la loi, on serait censé de déclencher une entente qu'on appelle les ententes multisectorielles qui obligent la police, les médecins, avec le DPJ, de travailler tous ensemble pour monter un dossier puis voir s'il y a poursuite criminelle à avoir, puis de faire les démarches avec la CAVAC, l'IVAC pour offrir un soutien à la victime. Que ça, on t'a pas informé, puis on t'a juste dit, ah, c'est pas vrai. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de lacunes dans mon dossier de moi jeune quand j'ai commencé avec la DPJ pour mes enfants. Et que là, j'ai découvert beaucoup de choses, tu sais. J'ai découvert beaucoup de points négatifs, surtout. J'en revenais juste pas. Tu sais, mes enfants, ils ont été crus sur parole. Ça m'est jamais arrivé. OK? Fait que dans le fond, toi, tu voyais qu'est-ce qui arrivait à tes enfants comme étant un exemple, puis ça te faisait réaliser à quel point ce que tu avais vécu était vraiment pas normal. Non, c'est ça. Ma première famille d'accueil, si je voudrais revenir contre elle, je pourrais pas, parce qu'aujourd'hui, elle est décédée. Mais ce qu'elle nous a fait vivre à moi et mon frère, ça a été horrible. On a vécu énormément, beaucoup de violence. Puis mon frère, comment il l'a extériorisé, ça a été une bombe. C'était une bombe à retardement. Mais ça a été pareil pour moi, là. Je me suis mis à avoir des comportements qui n'étaient pas normaux. Ma sexualité s'est développée très jeune. Puis on m'a pas expliqué comment installer un tampon. On m'a expliqué comment installer une serviette, mais on n'a pas pris le temps de m'expliquer. On m'a donné un livre, puis c'est ça. C'est-tu le fameux livre de Jocelyne, là, Full sexuel? C'était full à la mode dans le temps, ce livre-là. Non, ça t'expliquait que quand tu étais jeune, le plus jeune que tu peux tomber menstrué, c'est 9 ans. Ça dit que tu étais précoce, puis 16 ans, tu étais pas mal en retard. Puis ça t'expliquait un peu c'était quoi, mais pas tant que ça. Quand je suis retournée chez ma mère, j'ai rencontré le père de mes enfants. Il y en avait 29, j'en avais 17. J'ai été 10 ans avec, mais même lui, il a découvert que j'avais énormément de lacunes. Je savais pas comment me laver. J'étais arrivée dans le monde adulte m'a frappé en pleine face. C'est comme si je mangeais une claque. Dans le Il a dit, fond, ce gars-là, il t'a servi un peu de bouée de sauvetage pendant la transition à la vie adulte. oui, énormément beaucoup, parce que c'est lui qui m'a appris le plus que je sais aujourd'hui sur la vie adulte. Dans le fond, il a servi comme un père, ou qui m'expliquait c'était quoi la vie d'adulte, là. Puis justement, ton père, toi, il était pas dans le paysage. Non, 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 non. Non, il l'a jamais été non plus. Je l'ai vu une fois à 19 ans, mais c'est à peu près tout. Puis c'est mieux comme ça pour toi. C'est ton Oui, choix. amplement. Ouais, mais je voulais voir à quoi il ressemblait, parce que tout enfant de la DPJ, on se crée des parents, on s'imagine le parent idéal, parce que j'ai passé beaucoup de Noël en foyer de groupe, puis où que je voyais tout le monde partir dans leur famille, mais pas moi. Et la douleur que ça procure, j'ai énormément eu de peine, auquel que je me levais dans le lit, puis que je broyais, puis je me demandais pourquoi je broyais. J'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui, j'ai un TPM. J'ai été diagnostiquée TPM, mais avec tout ce que j'ai vécu, je me dis que c'est peut-être normal. Ben oui, c'est normal. Puis si tu savais le nombre de filles qui ont passé dans des PJ qui ont ce diagnostic-là, c'est épouvantable. C'est quoi les statistiques, Jess? T'es sais-tu?
Ah, ben officiellement, selon EDGE, puis c'était genre 14% des jeunes qui disaient avoir un TPL, alors qu'on n'a pas supposé diagnostiquer ça avant 18 ans, mais que, comme on le dit souvent, souvent c'est lié à des traumas complexes qui ne sont pas réglés. Mais il me Donc, semble que, l'importance d'offrir des services en amont psychologique, c'est important. ouais, mais il me semble que Émilie Roy, elle nous avait donné une statistique dans les alentours de 70-80. 70 à 80% des filles qui passaient dans le système de la DPJ étaient diagnostiquées, étiquetées TPL, puis c'était pas Ah ben là, toujours. nous, les données de EDGEP, c'est auto-révélé, par exemple. Là. Fait que c'est le jeune qui dit qu'est-ce que lui se met comme étiquette. Donc, c'est pas ce qui est dans le dossier. Fait que ça dépend où on prend la source de l'information. Mais clairement, tu sais, qu'on nous colle ces étiquettes-là souvent, mais Je vous dirais que la pire étiquette qu'on se fait coller, c'est t'es un enfant de la DPJ. On se le fait souvent dire, on se fait souvent reprocher. À l'école, les jeunes deviennent méchants, puis on se fait insulter. tu as vécu de Euh, l'intimidation à l'école en lien avec oui, ça. énormément, beaucoup, genre, ah, t'as pas de parents, moi j'en ai. J'ai une éducation que t'as pas. Puis même là, moi je tombe enceinte, j'avais 17 ans. La DPJ était pas au courant. Je l'ai gardé pour moi parce que le jour où ils m'ont remis à ma TS m'a regardé et elle m'a dit si j'apprends que tu es enceinte, je porte plainte et tu perds ton bébé. J'ai été menacée à l'âge de 18 ans que si je tombais enceinte, il m'enlevait automatiquement mon bébé. Parce que j'étais supposément un enfant de la DPJ. Mais ce que je comprends pas, c'est que si je suis un enfant de la DPJ, j'ai été élevée par la DPJ. Donc, s'il y a quoi qui marche pas, ça vient de vous autres, mais ils l'assument pas. Ils l'assument royalement pas. Puis moindrement, tu leur reproches quelque chose, ils ne l'assument pas. Ben souvent, ils se sentent attaqués aussi, les intervenants, quand on critique, même si on essaie d'être constructif, souvent, ben, ce qui est plate, c'est qu'ils prennent ça positif. Puis ce qu'on dit, c'est que dans la plupart du temps, c'est des gens bien intentionnés qui sont là pour les bonnes raisons, là. Bon, il y a des exceptions, là, on va pas se le leurrer. Il y a des gens qui devraient pas être là, ça, c'est clair. Mais Oui, majoritairement, il y a du bon monde, sauf qu'ils sont pris dans une culture, sont pris dans une organisation, dans un système qui est défectueux, qui manque de gens, qui manque de juste de sens humain. Je veux dire, on est rempli dans la paperasse. Les gens, ils ont besoin juste de contact humain puis de parler, pas de se faire remplir 1 million de formulaires. Tu sais, c'est pas de même qu'on va aider, là. Mais je pense aussi que c'est un système qui inconsciemment encourage la médiocrité. oui, oui, je suis bien d'accord avec ça. Moi, ce que je dirais, c'est que pour que ça fonctionne un peu mieux, ils devraient écouter les jeunes. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas en apprendre des plus jeunes. Bien souvent, on est délaissé de côté. Oui, 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 mais dans le fond, il n'y a rien qui avance. Puis des affaires comme ça, bien souvent, à la longue, ça finit par devenir lourd sur les épaules des jeunes. Puis ça influence aussi les relations qu'on a après quand on essaye de retourner chercher de l'aide dans le système de la santé. Oui, puis bien souvent, si le jeune s'attache à la famille d'accueil, il l'enlève puis il change de famille d'accueil. Ça, t'as vu ça? Je l'ai pas vu, je l'ai entendu. J'ai entendu DTS en Paris. Le pire que j'ai entendu, c'est je vais avoir mon bonus. J'ai réussi à enlever les enfants de là. Non, mais ça, c'est pas vrai, hein. Je sais pas d'où c'est que ça sort, mais ils n'ont pas de bonus pour ça, là. Ils ont eu des Ça, c'est bonus sorti pour de la la bouche. COVID, mais même les bonus pour la COVID, je veux dire, ça a pris des mois avant que ça rentre, là. Fait Mais ça, que, c'est sorti d'une TS à Montréal. Fait que, est-ce qu'il y en a qui sont plus véreux que d'autres? Peut-être. Mais bien souvent, j'ai vu des TS donner des pots de vin au juge. Ça, j'en ai vu, je l'ai vu souvent. Des pots de vin pour avoir un jugement en leur faveur? Ouais,
auquel j'ai pas été écoutée, qu'on n'a pas pris mon avis en note. Puis j'avais 14 ans, là. On passe en cours, ce qu'ils disent, c'est ce qui va arriver. T'as pas rien à dire. Et toi, ils t'ont-tu donné accès à un avocat? Comment ça s'est passé, J'avais un tes avocat, relations? mais mon avocat était pro-DPJ. Fait que moi, que j'y parlais de quoi que ce soit, elle disait, ben moi, je vais croire ta TS, puisque ce que ta TS a dit, c'est d'autres choses. Qui t'a Hein? donné cet avocat-là? La DPJ, puis même à 14 ans, t'as pas le droit de choisir ton avocat. On t'en donne un, puis tu fais avec. C'est quand je leur ai dit que je t'attendais puis que j'avais besoin d'aide psychologique, puis là, c'était assez, puis que là, j'en avais vraiment besoin, qu'ils ont fini par le mettre sur papier, puis que je réussisse à avoir un psychologue. Mais c'est un coup que je t'ai rendu ici à Joliette. Puis comment ça s'est passé avec le psychologue? La psychologue, j'ai vraiment eu une perle. J'ai eu Catherine Bordelot qui a été, que je recroise encore aujourd'hui, qui a été un amour de psychologue. Elle a vraiment été là pour m'écouter, m'épauler, me conseiller. Je vous dirais que c'est la seule que j'ai vraiment eu un lien d'attachement avec, auquel que je me sentais à l'aise d'y parler. Puis c'était littéralement la première fois que j'avais ce sentiment-là. Fait que quand ils m'ont dit que je pouvais plus y aller parce que j'avais 18 ans, ça m'a vraiment affectée. Parce que c'était la seule personne que j'avais vraiment développé un lien plus profond. Fait que parce que la deuxième famille d'accueil, je m'étais attachée. Je m'étais attachée à elle. Sauf que c'est ça, j'avais l'impression, moi, de la rendre malade. Puis, à force de se le faire dire, à un moment donné, tu vas finir par me rendre malade. Mon but, c'était pas de la rendre malade, mais d'avoir de l'aide. Et les outils qu'on donne aux familles d'accueil, c'est ridicule. Puis la première famille d'accueil, ce qui a fait en sorte que je suis vraiment partie, c'est que la famille d'accueil à ma sœur a porté plainte aussi. Puis elle avait ramassé des preuves que moi, j'avais pas. Puis elle a essayé, la famille d'accueil à ma sœur a essayé de nous avoir parce qu'elle voulait pas qu'on soit séparés. Et ils ont refusé notre placement là-bas. Moi, ça, j'ai déjà. Ils ont ces pratiques-là, puis j'arrive toujours pas à comprendre, là, mais souvent pour éviter qu'il y ait des clics qui se créent ou des fois, ils vont mettre ça sur les traumas aussi pour éviter que ça fasse revivre certains traumas ou des Moi, comme je chicanes. l'ai dit, c'est séparé pour mieux régner. Mais c'est juste qu'au niveau clinique, eux, ils se trouvent des façons d'argumenter ces motifs-là de séparation pour des raisons parfois que j'ai encore de la misère à comprendre, en fait, dans Puis certains cas, là. aujourd'hui, mon lien avec ma famille, c'est quelque chose, là. Aujourd'hui, je parle plus avec ma soeur, puis ben, mon frère, on se parle de temps en temps, mais le lien fraternel, on n'en a pas, là. On l'avait en étant jeune, mais on a tellement été barouettés d'une place à l'autre, on a été séparés. Mon frère avait des problèmes de comportement, fait qu'ils l'ont placé dans un foyer de groupe. J'avais 12 ans quand ça s'est passé. Moi, on m'a averti, j'ai vu un sac à dos dans le char de ma TS, puis elle m'a dit, ton frère s'en va. On change ton frère de place. Je l'ai su aussi drastiquement que ça. Puis, arrivé à l'âge adulte, on m'a donné une madame qui était là pour m'aider à trouver un appartement, à trouver... Oui, PQJ? le PQJ. OK. Oui, et j'ai eu une perle. Quand elle a su que j'étais enceinte, elle m'a apporté du linge de maternité avec des livres. Elle a été là pour moi, pour moi, mais je me suis sentie abandonnée énormément. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu l'impression que quand qu'ils m'ont laissé, dans le fond, ils m'ont redonné à ma mère, comme s'ils se débarrassaient d'un paquet de trous. T'es retourné justement, t'avais 17 et demi, 18, c'est ça, tout près de la majorité. Ouais.
Puis avec aucun suivi externe. Non, puis ma mère était pas, ma mère était pas prête, là. Ma mère avait pas d'argent pour payer ma scolarité. Fait que j'ai lâché l'école assez jeune, puis c'est passé un autre événement qui a fait en sorte que j'ai lâché l'école. Mais ma mère avait pas les moyens de m'envoyer aussi à l'école. Elle avait déjà de la misère à envoyer ma soeur à l'école. Fait que non, à 17 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants, c'est en allant en appartement. Puis c'est là que j'ai appris à gérer de l'argent. Parce qu'on m'a pas préparé à la vie adulte, on m'a pas dit qu'il faudrait que je gère de l'argent, qu'il faudrait que je fasse une demande d'aide sociale, ou que je me trouve une job, que ça, c'était des choses qui étaient importantes. Puis justement, comment ça a été sur le marché du travail? Tu étais capable de trouver un emploi rapidement? Non. Avec mon peu de scolarité que j'ai, ça a été horrible. Il n'y a pas grand monde qui veulent m'engager non plus. Fait que dans le fond, tu t'es mis sur le bien-être social, puis... Oui, pour pouvoir vivre. Mhm. Puis là, ça serait quoi ton rêve, ton projet? Qu'est-ce que tu aurais le goût de faire? Moi, c'est de la cuisine. Moi, je voulais m'en aller en cuisine. D'ailleurs, je vais sûrement m'en aller. J'ai voulu faire la mécanique lourde, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis finalement, ben, je vais. Je suis bonne en cuisine, fait que je vais juste comme exceller, tu sais, aller suivre des cours de cuisine. As-tu essayé je sais qu'il y a des programmes d'Emploi Québec qui peuvent te payer ton DEP. Il doit avoir ça, des DEP en cuisine? J'en ai parlé, mais vu que j'ai pas de secondaire 3, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qui existe aussi, c'est le collectif des programmes d'insertion socio-professionnelle. Puis, il y a plusieurs programmes qui existent en cuisine. Donc, c'est des programmes d'insertion socio-professionnelle, souvent d'une trentaine d'heures par semaine. Tu es payé pour suivre ça. C'est au sein d'un organisme communautaire. Jusqu'à Montréal, j'ai une coupe de noms en tête, là. Dans ta région, je sais pas de quoi ça a l'air, mais c'est souvent des belles alternatives aussi. Je pense fort bien d'aller finir mes études, d'aller suivre mon DEP. C'est sûr, ça pourrait aider. Oui, oui. Mais c'est surtout si c'est ça que tu as le goût de faire. Mais vois ça comme souvent on dit c'est quoi ton rêve, puis qu'est-ce que tu fais à chaque jour pour l'atteindre ton rêve. Fait que tu sais, tu y vas graduellement, une petite étape à la fois, puis tu fixes ton objectif, puis tu vas y arriver. Oui. Sinon, je serais curieuse de savoir un peu ton expérience sur TikTok, parce que je crois que c'est là-dessus qu'on s'est connus, hein? Oui, oui, mon expérience sur TikTok. Je vais vous dire, j'ai lancé une vidéo, puis pour moi, je trouvais que la DPJ, c'était une mafia pour enfants. Et je me suis fait dire que j'avais pas le droit de dire ça parce que mes enfants avaient accès à ça. OK. Dans une vidéo, j'ai souhaité bonne fête à ma fille. Ma fille est tombée dessus. Des organisations de ma fille aussi. Fait que maintenant, j'ai plus le droit de parler de la DPJ puis de parler de mes expériences avec la DPJ sur TikTok. Tout ce qui englobe mes enfants, dans le fond, j'ai plus le droit d'en parler. Puis ça a été dit par le juge. Donc, j'essaie de respecter. Le plus possible. Mais toi, quand tu t'es rouvert un TikTok, c'était quoi ton objectif à la base? Juste faire des vidéos, puis avoir du plaisir. Puis je faisais ça avec mes enfants, puis on faisait des vidéos, moi et mes enfants, ensemble. Fait que, au point de départ, j'ai ouvert ça pour mes enfants. OK. Puis ça a juste comme dégénéré. Je sais aussi que l'algorithme a tendance à nous montrer des choses sur lesquelles on accroche plus. Fait que c'est sûr qu'il y avait une petite sensibilité, mettons que. Mais tu sais, mettons du monde qui parle de la DPJ sur TikTok, il y en a-tu beaucoup? Oui, beaucoup se font intercepter, beaucoup se font menacer de soit passer en cours puis de se faire d'avoir des plaintes pour ça. Fait que oui. Oui, il y en a beaucoup qui essaient de parler, mais ils se font faire taire. Je pense que c'est encore pire aussi sur Facebook. Sur des Oui, groupes on comme n'a pas assez le du droit. DPJ, c'est assez. On n'a pas le droit de s'exprimer de ce que nous, on ressent envers eux autres. Pour eux autres, tout est blanc. Mais des fois, c'est pas tout le temps blanc. Mais tu sais, ce que ça.
Moi, j'essaie tout le temps de voir c'est quoi le besoin, tu sais. Puis à chaque fois, moi, je reçois même des téléphones des parents qui me disent Hey, ça existe-tu des groupes de soutien comme le collectif des exploités, mais pour les parents qui ont des problèmes avec la DPJ? Puis à chaque fois, je suis comme ben, il faudrait que je le sache s'il y en a, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a pas, mais ça serait une maudite bonne idée. Moi, ce que je trouve pas correct, c'est que moi, mes enfants ont été placés. Mais la fille, la première personne qui est venue faire l'évaluation, m'a jugé sur les capacités de ma mère. En me disant aussi que j'étais un enfant placé, fait que c'était normal qu'il y ait certaines choses que je faisais pas de correct, mais j'étais un enfant de la DPJ, je suis censée avoir été élevée par eux autres. Mais j'ai été jugée sur le fait que j'ai eu un placement pour moi quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu veux dire par les capacités de ta mère? On a vraiment été négligés par ma mère. Ma mère, il s'est passé la même affaire que moi, dans le fond. Ma mère, elle a été placée par la DPJ en étant jeune. Puis ma mère, elle l'a pas vécu facile, elle non plus. Puis elle est arrivée dans la vie adulte, elle savait rien. Je suis pas arrivée avec un mode d'emploi, là. Fait que dans le fond, elle, la travailleuse sociale, ce qu'elle s'est dit, c'est elle a été négligée par sa mère, donc elle va négliger ses enfants. Ouais, et automatiquement, c'est ça qu'ils ont pensé. OK. Mais tu sais, Maggie a un guide d'évaluation des capacités parentales, puis tu sais, j'en ai souvent parlé avec bien du monde, là, c'est qu'il y a une case que vraiment tu peux cocher, là. T'es un enfant de la DPJ, là, t'as déjà eu des services de la DPJ, même t'as déjà vécu une agression sexuelle. C'est des coches en tant que parent qui disent que tu possèdes des facteurs de risque pour cocher plus élevé à être un mauvais parent parce que tu accumules plusieurs facteurs de risque. Donc, tu es plus à risque d'être un parent négligent, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est le même qui évalue les capacités parentales dans ce guide-là, que j'ai souvent dénoncé, qui n'était pas très, très adapté. C'est avant que j'aille la pièce que j'ai là en ce moment, là. Ça s'est vraiment passé avant qu'elle arrive dans mon dossier, là. Elle, son approche, qu'est-ce qui est différent avec vous? Elle est plus compréhensive, beaucoup plus compréhensive que les tests que j'ai eus quand j'étais jeune. Même juste le placement de ma plus jeune, tout avait été organisé. De où qu'elle s'en allait, comment ça allait se passer. Puis elle a tout planifié ça avec moi. Elle a pris le temps de vraiment bien m'expliquer comment ça allait se passer, puis comment ils vont faire ça. Puis comme je leur avais demandé, je voulais que ma fille soit placée avec son frère. Mais là, je vis les deux côtés de la médaille. J'ai vécu mon placement et là, je vis à peu près ce que ma mère vivait dans le temps en étant parent. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup moins de soutien pour les parents au niveau de la DPJ. On se fait souvent dire, on est juste là pour les enfants. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une TS qui a été là pour moi. Autant qu'elle est là pour mes enfants, elle est beaucoup présente pour moi aussi. Elle m'a énormément aidée, elle m'a donné des ressources, elle m'a donné des choses que beaucoup de parents n'ont pas. Ou qui n'ont pas la chance d'avoir une TS comme la mienne qui leur donne des ressources, qui leur donne des conseils, qui leur donne... Puis bien souvent, ça je l'ai vu souvent, j'ai une amie, dans le fond, elle se faisait dire que ses visites étaient correctes, arrivée en cours, c'était plus ça, là. Fait qu'avec elle, ta nouvelle TS, tu as l'heure juste, puis elle est capable de te donner les ressources appropriées aux besoins que vous avez, toi et ta famille. Oui, exactement. Moi, j'ai un enfant qui est malade, qui fait beaucoup de crises d'épilepsie. Puis je pense que si elle n'aurait pas la TS qu'elle a là aujourd'hui, puis la famille d'accueil qu'elle a là aujourd'hui, ça aurait pu encore plus mal tourner pour elle, tu sais. Mais j'ai eu une chance d'avoir une TS auquel j'ai eu le droit de rencontrer les familles d'accueil. J'ai pu parler aux familles d'accueil. Fait que de ce que je comprends, toi, ta mère, elle n'a pas pu rencontrer les familles d'accueil où ce que toi, tu as été. Non. Non, non, aucunement. Est-ce que présentement, tu as des liens, toi, avec tes enfants, comme par exemple les fins de semaine ou des visites? Comment ça se passe, les contacts avec eux? Là, c'est suspendu parce que j'ai fait des conneries.
Moi, dans le fond, on m'a enlevé mes 4 premiers. Mais quand ils m'ont enlevé mes 3 plus vieilles, j'étais enceinte de mon fils. Puis ils me l'ont tellement enlevé drastiquement que j'ai pas su pourquoi ils l'ont enlevé au départ. Je l'ai pas su pourquoi ils m'ont enlevé mon fils aussi brusquement que ça. Parce que moi, j'ai accouché en maison de naissance. Ils se sont rendus à la maison de sage-femme. Mon fils, il avait même pas 18 heures de vie. On me l'a enlevé. Je l'allaitais. Ça m'a créé un gros problème au niveau du col de l'utérus. J'ai fini à l'hôpital en hémorragie. Parce que mon col n'a pas eu le temps de fermer vu que j'allaitais. Ça, pour vrai, c'est de leur faute. Puis je leur en veux un peu pour ça. Parce que c'est ma vie à moi qu'ils ont mis en danger. Puis avec cet enfant-là, j'ai pas eu le temps de former de lui. Je le voyais une fois par semaine, 2 heures. Il était bébé. Fait que j'ai pas pu former de lien parce qu'ils me l'ont enlevé trop rapidement. Même que c'était dur dans les visites parce que il pleurait beaucoup. Puis j'ai pas su comment gérer parce que je connaissais pas ses plans. Puis après ça, tout ça, on me l'a reproché. Mais avec ma fille, ça s'est pas passé comme ça. Ils m'ont laissé 3 jours à l'hôpital. Ils sont pas venus avec les policiers. J'ai rencontré la première famille d'accueil où ma fille allait être placée. C'est elle qui est venue chercher l'enfant. Puis ça, c'était à ma demande. Je voulais rencontrer la famille d'accueil, savoir où ma fille allait être placée. Parce que c'était comme une transition en attendant qu'elle soit avec mon fils. Fait que là, elle est placée avec mon fils. Ça, c'est tes 2 derniers. Fait que oui, ça, c'est mes 2 plus jeunes. OK. Tes 2 plus vieux sont-ils ensemble? Plus vieilles, ces 2 filles? Non, parce qu'ils se sont battus. Fait qu'ils ont séparé, mais mes enfants se voient plus que moi, je les vois. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais parlé avec ma TS. Je voulais que mes enfants gardent leur lien fraternel. C'est à ma demande. Fait qu'ils se voient beaucoup plus souvent, mais là, présentement, c'est ma fille qui veut pas me voir. Puis je respecte son choix. Je forcerai pas les choses parce que maintenant, aujourd'hui, à 8 ans, tu as le droit de décider si tu vas voir tes parents ou pas. Oui, puis ça se peut que tu reviennes sur ta décision 10 ans plus tard, puis que ça se passe super bien aussi, là. Fait que même si je fais des efforts, si ma fille veut pas me voir, elle veut pas me voir. Oui, c'est mieux comme ça. Fait que oui, parce que vu que j'avais de la misère avec être là aux visites, tu sais, d'être là à temps aux visites, j'avais beaucoup de misère avec ça. Puis j'ai fini par perdre mes droits parce que j'avais consommé de la drogue puis qu'ils l'ont su par des tests que j'ai faits. Fait que c'est normal que mes enfants m'en veulent. Puis je le conçois. Puis c'est leur choix. S'ils veulent pas me voir, je les forcerai pas. Mais en même temps, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est tu reconnais l'apport qui te revient aussi, puis tu sembles être en démarche d'action pour aussi prendre soin de toi. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est que tu prennes soin de qui tu es, que tu te retrouves en tant qu'individu aussi. J'ai fini par bâtir un lien de confiance avec elle. Mais au début, c'était pas rose. Je voulais rien savoir de la DPJ. Je les voyais comme une menace. Ben, c'est un peu normal vu que tu es en réaction face à ce que tu as vécu. Puis de recréer un lien de confiance envers cette institution-là, ça peut être très difficile puis confrontant parce que ben, souvent on est dans le contrôle puis la surveillance, alors que souvent, comme tu le disais tantôt, on a besoin d'aide, on a besoin de services. Là, toi, tu es chanceuse parce que tu as une bonne TS, comme tu disais, qui te soutient, mais souvent, il y a un manque de services pour les familles. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, là. C'est que les parents, on a souvent des besoins aussi, puis il faut... Ce que j'avais peur, c'est bien souvent, tu te confies à ta TS, puis il y a une déformation de ce que tu as dit. Il y a une déformation où elle comprend pas bien ce que tu dis. Des fois, tu sais, c'est difficile des fois aussi de trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on veut vraiment dire. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de biais qui peuvent rentrer dans la communication. Mais je suis contente parce que mes enfants, je sais qu'ils sont en bonne main, puis qu'ils n'auront pas à subir ce que moi j'ai subi.
Puis Mathias s'est arrangé que ça n'arrive pas, là. Tu sais, elle connaissait les familles d'accueil. C'est pas des familles d'accueil qu'elle connaissait pas ou que... Tu sais, mes enfants, ils ont toute l'aide qu'ils ont besoin. Fait que, tu sais, s'ils ont besoin d'un service, mes enfants, ils sont écoutés, là. Oui, je trouve qu'il y a eu une très grande évolution, mais pas partout. Non, mais au niveau des services, tu veux dire, là? Ouais. Joliette sont plus développés que Montréal. Pourtant, il y a plein de ressources communautaires à Montréal que j'imagine ils n'ont pas à Joliette. Non, mais ils cachent la moitié du temps. La DPJ, c'est pas quelque chose qui va te parler parce que ils veulent te pogner. Ils veulent te pogner sur le fait. Pour Mais je pense que toi, ça t'as dépend vraiment... vraiment des équipes puis des. Parce que c'est ça, c'est dur de généraliser parce que moi, j'en connais plein à Montréal qui c'est extraordinaire ce qu'ils font. Puis, tu sais, c'est, je pense, une des régions, exemple, les plus avancées pour tout ce qui touche l'identité de genre, aussi la reconnaissance de la diversité de genre. Fait que j'essaie de voir, mais tu sais, à Joliette aussi, c'est quoi, toi, tu juges qui est plus adapté à tes besoins? C'est les TS sont un peu plus compréhensifs. Ils sont plus là pour soutenir puis donner les ressources qu'ils ont, eux, nécessaires. Écoute, j'avais pas d'argent pour payer ma carte d'assurance maladie. Ils me l'ont payé. Parce que ma fille, elle a des tests à passer, puis j'en avais besoin. Fait que, tu sais, ils ont vraiment été là quand c'était le temps. J'ai pas été laissée non plus de côté ou, tu sais, ils m'ont jamais rien caché à propos de mes enfants. Puis, dans tout ton parcours, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus guidé? J'ai connu c'était quoi des valeurs, j'avais 18 ans. Parce que je connaissais même pas c'était quoi une valeur. La valeur de la famille. D'être unis, de rien se cacher, de pas se mentir. Puis je me suis promis que si ma fille elle me disait quelque chose, j'allais la croire. Quoi qu'arrive, je vais croire ce que ma fille va me dire avant qui que ce soit. Je ne laisserai pas ma fille me dire des choses puis finalement faire comme ah ben non, c'est pas vrai, tu sais. Si ma fille me dit quelque chose, c'est parce que ça s'est réellement passé. J'ai des enfants qui sont très mauvais menteurs, qui savent très, très mal mentir. Donc, je sais quand ils me mentent ou pas. Puis je sais quand ils me disent la vérité. Fait que j'essaie de leur apporter ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte quand j'étais jeune. L'amour, puis la valeur de la famille. Puis, si tu pouvais changer 3 choses dans le système de la DPJ ou dans le système de la santé, tu changerais quoi? Les délais pour voir un psychologue, les délais en soutien mental. Je ferais changer aussi les PG. Les pavillons jeunesse? Ouais, ouais. Que les jeunes soient moins enfermés, qu'ils se sentent beaucoup moins enfermés. Il y en a qui sont là au PG, puis pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils trouvent pas de famille d'accueil. Fait que ça, je le changerais. Ouais, les fameuses unités d'engorgement dans lesquelles j'ai été. Moi, excuse-moi, mais au PG à Joliette, j'ai vu des petits bouts de chou de 6 ans, là. Ils ont une cour plus fun que nous autres, mais quand même, ça fait mal, là. Moi, on m'a dit, si ma fille continue à avoir des comportements comme ça, c'est là qu'elle finissait. Puis par chance, son comportement il a changé quand elle a changé d'école. Puis elle s'est améliorée, fait qu'elle a pas connu ça. Puis j'y souhaitais pas, puis je voulais pas. Mais le PG, moi, il m'a apporté certains bienfaits. Au niveau de ma sécurité, au niveau du fait que je faisais beaucoup de tentatives de suicide, je m'ouvrais souvent les bras. Puis j'ai fait la plus belle des rencontres là-bas aussi. Cette fille-là m'a apporté ce qu'une sœur pourrait apporter. Une sœur plus vieille t'apporte, tu sais, elle te conseille, elle te donne des conseils, elle te donne de l'amour que t'as pas. Quand j'ai eu du temps de dire je t'aime, c'était quelque chose. J'arrivais pas à dire je t'aime à quelqu'un. Ou j'avais beaucoup plus de misère à le dire. Ben, c'est ça. C'est sûr que
rencontrer d'autres personnes qui ont un vécu similaire à nous, ça peut faire toute une différence à bien des niveaux, mais surtout le fait de se sentir compris par quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, ça peut être difficile à trouver. Puis ben elle comprenait ce que je vivais, elle a été là, elle m'a épaulée, elle m'a. Puis justement, s'il y avait un message que tu voudrais transmettre à des jeunes qui sont soit placés ou qui sortent de placement, tu leur dirais quoi? D'aller dans les ressources. Même si c'est des maisons d'hébergement temporaires, d'aller chercher le maximum de ressources qu'ils sont capables d'aller chercher. De pas tout garder pour soi, puis de parler. Comment t'as fait, toi, pour les trouver, ces ressources-là qui t'ont aidé le plus? Moi, j'ai fini dans la rue. J'avais laissé... j'étais enceinte de 2 mois. J'ai fini par tromper le père de mes enfants. Je suis revenue avec un peu plus tard, quand j'ai accouché pas loin de mon accouchement à ma première. Mais c'est dans la rue que j'ai trouvé le plus de ressources qui pouvaient m'aider. Est-ce que J'ai été c'est avec des travailleurs de rue que tu as eu Oui, oui, beaucoup. Le rock m'a aidé beaucoup. Le pop aussi m'a aidé énormément à Montréal. C'est des ressources qui travaillent énormément beaucoup avec des jeunes qui finissent par sortir de la DPJ. Il y a aussi une autre place, c'est une maison d'hébergement pour jeunes en fugue à Montréal. En marge m'a énormément aidé. J'ai été écoutée, j'ai été conseillée, j'ai été... Ma mère, elle savait que j'étais là parce ils ont fini par avertir ma mère que j'étais là. Ils ont écouté, ils ont pris le temps de bien me conseiller, puis d'être là, de m'épauler, me donner certaines ressources qui pouvaient m'aider pour trouver un logement. Parce que oui, il y a certaines ressources qui ont des logements adaptés. Ouais, En Marche, si j'aurais un conseil à dire, c'est d'aller voir En Marche. En Marche sont de très bonnes écoutes, sont de très bons conseils aussi. Je les ai retextés quand je les ai vus passer, quand j'ai vu la bâtisse passer dans Fugueuse. Puis j'ai vraiment trouvé ça le fun que ça ait été là surtout. Puis je leur ai dit à quel point ils m'avaient aidé, puis comment ils m'avaient aidé. Puis ils ont été très contents de m'entendre, que savoir qu'ils m'avaient vraiment beaucoup aidé. Puis C'est cool. oui, Ben, oui, vraiment. un gros merci pour ton témoignage. Ah ben, ça fait plaisir. Tu as eu un passé assez chargé, Oui. mais je suis sûre que ça va en inspirer plusieurs. Puis on va espérer pour toi que, ben, déjà là, tu as une bonne TS. Fait que j'imagine que ça va bien aller pour la suite. Il s'agit juste de la garder. C'est ça, des fois, qui est pas évident. Ouais, c'est pas évident, mais je sais qu'elle reste là pour un bout, là. C'est pas. Il n'y a pas sur le bord du burn-out, là. Pas non, non, vraiment pas. Elle vient de revenir de vacances, elle est zen comme ça se peut pas. Super. Super. Surtout de garder ton objectif en tête aussi de ce que toi, tu as le goût d'avoir, puis ton projet de vie, puis d'y croire parce que tu as le droit à ton bonheur. Puis ça, c'est important. Tu sais, on a le droit d'être aimé, on a le droit d'être heureux, puis ça, c'est important Ben, de le là, savoir. mon projet de vie, c'est de vraiment récupérer mes enfants puis de les sortir du système. Fait que pour l'instant, c'est ma bataille. C'est ce que je vais me battre corps et âme. Ben, on te souhaite vraiment que tout aille pour le mieux, puis n'hésite pas à nous contacter si tu as des besoins. On est là, nous autres aussi, pour te soutenir au collectif des Explacés. On peut aussi t'aider, puis juste des fois, tu as le goût d'échanger des moments qui sont plus difficiles. On est là pour t'écouter aussi, fait qu'hésite pas. Ben, merci beaucoup. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Salut, là. Salut.